Pendant que les servantes tenaient la jeune fille de force, Gradia lui versa une sorte de potion dans la bouche. La jeune fille a essayé de ne pas en boire, mais elle n'avait tout simplement pas d'autre choix à ce moment-là. La belle aux cheveux roux a dit qu'elle devrait considérer comme un honneur de mourir à la place de Gracia. Elle espérait que la jeune fille avait pleinement profité de la vie luxueuse que Gracia lui avait organisée au cours des derniers mois. La jeune fille voulait nier quelque chose, mais lorsqu'elle ouvrit la bouche, elle réalisa que la capacité de parler avait été perdue. Elle réalisa que cela devait être le résultat de la potion qu'on lui avait récemment administrée. Quand tout fut prêt, Gracia frappa même dans ses mains de joie. Ils étaient comme deux gouttes d'eau. Elle ne pensait même pas qu'un jour elle remercierait son père d'être proche de cette femme. Mais la cérémonie ne s'est pas fait attendre. Il était donc déjà temps de partir. Gracia murmura malicieusement entre ses dents qu'elle espérait que la rencontre avec le dieu du soleil serait inoubliable et qu'elle était également heureuse de les rencontrer. La jeune fille aux cheveux roux, brisés et désespérés, voulait répondre à quelque chose, mais n'y parvenait pas. Seules les larmes pouvaient donc révéler son état d'esprit à ce moment-là. Le domestique a traîné de force la jeune fille hors de la pièce. En chemin, elle ne pouvait que dire dans son esprit qu'elle ne pouvait ni parler ni contrôler son corps. La fille était donc condamnée à mentir davantage. Ici, ils approchèrent déjà de l'arène, qui était pleine à craquer de monde. Bien entendu, personne ne voulait manquer un tel spectacle. Seule la pensée qu'elle ne voulait pas mourir lui trottait dans la tête. Napos a crié comme s'il était obsédé. Il s'attendait à un spectacle incroyable. Empire Eladius Unicus Mundus annonça haut et fort à toutes les personnes présentes qu'aujourd'hui, comme il l'avait promis, il sacrifierait sa première fille au dieu. Il a tenu toutes ses promesses comme si cela ne lui faisait pas de mal. Lorsqu'il a prononcé son discours, une larme est apparue dans ses yeux, mais la décision était déjà définitivement prise. Unicus Mundus regarda sa fille aînée dans les yeux. Leurs regards se croisèrent. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais la fille resta silencieuse. Comme il ne souffrait pas à ce moment-là, il a seulement dit au revoir mentalement à Grace et a continué la cérémonie. Les yeux de la jeune fille imploraient seulement grâce, mais elle ne pouvait rien dire. Dans sa tête, elle criait qu'elle n'était pas Gracia, mais Radiana. Mais il était déjà tard. Personne ne l'a entendu. Son corps était déjà solidement attaché à un pilier de la place de la ville. Lorsque le lieu du sacrifice fut incendié, la seule pensée qui lui traversa la tête était qu'elle ne voulait pas mourir et qu'elle voulait que quelqu'un la sauve. Un temple sacré était situé à la limite orientale de l'Empire. C'était un endroit où les montagnes de pierre rencontraient le ciel bleu. Majestueusement sur le sol près du trône. Elle attendait les ordres de son maître. Le fidèle serviteur de Gino s'est envolé vers la salle du trône et a dit à son maître que la fête solaire avait presque commencé et que son Altesse lui arracherait la tête si Horatio n'y réapparaissait pas. Horatio Lumen, le troisième fils du dieu soleil, finit précipitamment un autre verre de vin. Mais Horatia répondit calmement que le serviteur ne devait pas s'inquiéter, car il le tuerait avant son père. Gino a répondu que même s'il avait la capacité de se régénérer, ce n'était toujours pas un événement agréable. Mais l'éclipse solaire n'était pas irréversible, et la fête du soleil allait bientôt commencer. Le dieu du soleil, souverain de l'Empire Povius, avait 3 fils. Lors de l'éclipse solaire, l'état vassal d'Eladi doit faire un sacrifice à chacun des princes. Les plus belles filles vierges sont choisies comme victimes. Povius croit que le prince de l'Empire solaire rencontrera un jour une fille qui ne sera pas vulnérable aux flammes. Et le résultat de leur union sera une divinité toute-puissante. À cause de cette histoire idiote, chaque année, les princes de Povius sont obligés d'écouter les cris de belles filles pendant qu'elles brûlent vives le jour de l'éclipse solaire. À chaque fois pendant la fête du soleil, le prince Horatio s'étonne que les gens puissent crier si fort. Il n'a pas demandé et n'a pas voulu de tels sacrifices ce jour-là. Gino a poussé le prince à prendre une décision. Il a donné un argument de fer selon lequel son Altesse exigeait une rencontre personnelle si le prince refusait le sacrifice, et de plus, il serait lui-même jeté dans l'abîme. Les paroles de Gino firent que le prince Horatio se leva de son trône, même s'il ne le voulait vraiment pas. Lorsque le prince atteignit la sortie, il ordonna à un serviteur de dire à son père qu'aujourd'hui il accepterait un sacrifice à la fête du soleil. Et finalement, Horatio ajouta que Gino devrait dire à son père qu'aujourd'hui serait la première et la dernière fois. Le serviteur de Gino voulait vraiment voir le sacrifice de ses propres yeux. Alors il a crié depuis le balcon pour que le prince l'emmène avec lui.
Mais le jeune prince n'aimait pas le serviteur intrusif. Une autre victime de superstition stupide l'attendait. Lorsqu'Horatio se retrouva dans le ciel devant la place sacrificielle, le feu battait déjà son plein. Lorsqu'il a vu une jeune fille enveloppée dans les flammes et attachée à un pilier, sa tête était remplie de centaines de pensées de la foule. La pauvre, repose en paix, Gracia. Elle était si belle. Horatio regrettait encore une fois de pouvoir lire les pensées des autres. Les gens virent que le prince Horatio apparaissait. Alors ils commencèrent à se réjouir de son apparition et à louer leur Dieu. Horatio remarqua dans son esprit qu'il aurait dû apparaître après l'incendie. Au prince Horatio, qu'il devait diriger la cérémonie, il n'était donc pas nécessaire d'attendre. Horatio entra sur la place et se dirigea vers la jeune fille dans le feu. Alors qu'Horatio était déjà assez proche, il lui a demandé si elle s'appelait Gracia. Puis il a dit qu'elle devait avoir un pouvoir divin si elle était encore en vie et a ajouté qu'il n'avait jamais voulu accepter de sacrifice. Cette fille ne regardait que silencieusement son bourreau dans les yeux. Seules les larmes coulaient sur les joues de la jeune fille dans les rivières. Mais le prince pouvait lire dans les pensées, alors il commença à comprendre ce qu'elle avait à lui dire. Et la jeune fille a simplement crié silencieusement au prince qu'elle n'était pas Gracia et que cela ne devrait pas du tout déranger l'animal sans cœur devant elle. Le serviteur de Gino était tout simplement fou de rage. Il ne pouvait même pas imaginer comment Horatio avait osé apporter un sacrifice humain à leur palais. Mais le prince Horatio n'a pas prêté attention au grognement de son serviteur. Il lui a calmement dit de faire tout son possible pour que la jeune fille survive, car le prince devait vérifier quelque chose. Mais Gina ne comprenait pas pourquoi il gaspillait ses pouvoirs divins pour une personne misérable. Il essaya d'avertir Horatio qu'il avait agi contre la volonté de son père, et c'était assez grave. Horatio a seulement demandé s'il était vraiment possible de traduire en justice le contrevenant pour avoir violé la volonté du dieu Soleil. Et le gynécologue a confirmé l'hypothèse. Horatio, en colère, a crié que personne au monde ne peut juger Horatio, car il est le cavalier de la justice dans le palais céleste. Et cette interdiction s'applique également à Sol Lumen, dieu du soleil et père d'Horatio. Effrayé, Gino a décidé qu'il ne pourrait pas discuter avec le prince Horatio aujourd'hui, alors il a décidé d'examiner le corps de la jeune fille. Quand Gino a vu avec quoi il allait travailler, il a eu des sueurs froides, car la fille était presque réduite en cendres. On ne pouvait même pas regarder le corps calciné de la jeune fille sans dégoût. Mais Gino n'était pas du genre timide, alors il commença à utiliser des sorts magiques. Quelques minutes plus tard, le corps de la jeune fille ne présentait aucune trace de brûlure récente. Une jolie jeune fille aux cheveux blonds était allongée sur le lit. Après le dur travail de restauration du corps humain calciné, Gino poussa un soupir de soulagement. Il a dit au propriétaire qu'il faudrait un certain temps à la jeune fille pour reprendre ses esprits. Gino a averti Horatio de se débarrasser du corps humain le plus tôt possible, afin que la puanteur du corps humain n'ait pas le temps de se propager au palais céleste. Mais leur conversation fut interrompue par la nouvelle de la visite d'un ambassadeur du palais de l'empereur. Horatio remarqua mentalement qu'il ne supportait pas d'être interrompu et Gino courut immédiatement cacher la jeune fille. Lorsque l'ambassadeur entra dans la salle, il annonça que son Altesse était heureuse d'apprendre qu'Horatio avait assisté à sa première fête et lui avait offert quelques cadeaux à l'occasion. Mais Horatio ne voulait pas entendre parler de cadeaux. Il se leva brusquement de son trône et leur ordonna de sortir d'ici immédiatement. Après de tels propos, l'ambassadrice de son Altesse fut tout simplement abasourdie. Il n'a jamais été traité de la sorte pendant son mandat à ce poste. L'ambassadeur a tenté de se justifier. Il a rappelé qu'il est l'ambassadeur de son Altesse et que personne n'a le droit de le traiter ainsi. Il est venu ici pour montrer du respect, c'est la loi et les traditions des dieux. Mais Horatio a sérieusement noté qu'aujourd'hui est tout simplement un jour incroyablement merveilleux. Donc si l'ambassadeur ne sort pas d'ici, alors ce jour sera le dernier. L'ambassadeur sentit immédiatement le regard colossal et brûlant du prince Horatio en colère. L'ambassadeur n'avait pas la force de résister au pouvoir du regard perçant du jeune dieu, alors il cria aux servantes de s'enfuir d'ici le plus vite possible et quitta lui-même rapidement les locaux du palais. Gino, regardant l'ambassadeur et la servante s'enfuir rapidement du palais, a déclaré que son Altesse et la famille Pyros ne pardonneraient pas un tel traitement envers leurs ambassadeurs et se souviendraient de cette insulte à la bonne occasion. Horatio a dit qu'il ne se souciait pas de ces intrigues. Il veut juste vivre en paix et librement, et la famille impériale ne doit pas s'immiscer dans sa vie personnelle, alors laissez-les garder tous leurs ressentiments pour eux. Gino a noté que, bien sûr,
C'est le prince lui-même qui devrait décider de la manière dont il doit vivre, et lorsqu'il a déjà assisté à sa première fête du soleil, il est alors temps de réfléchir à la manière de devenir un véritable homme. Mais Horatio, d'un simple claquement de doigts, fit s'envoler le serviteur de Gino après de telles paroles. À la fin, il a seulement ajouté qu'il devrait avertir le prince lorsque la jeune fille se réveillerait. À cette époque, Radiana souffrait d'un terrible cauchemar. Dans ce cauchemar, la jeune fille a été impitoyablement saisie par les cheveux et traînée dans une pièce sombre. Lorsqu'elle est tombée par terre, elle a demandé grâce et pardon. Mais en réponse, quelqu'un a crié avec colère qu'elle n'avait pas le droit de s'enfuir et de résister. La prêtresse a demandé à ses gardes si c'étaient tous les enfants qu'ils avaient réussi à attraper et a reçu une réponse affirmative. La pauvre fille a seulement demandé grâce et a fait appel à la puissante prêtresse Gracia pour la sauver de ce désordre. À cette époque, les prêtresses rapportèrent qu'elles avaient réussi à capturer et à délivrer une autre jeune fille. La prêtresse examina la nouvelle fille, lui demanda si son nom était vraiment Radiana et lui proposa de se reposer et de manger. Après cela, Radiana fut emprisonnée dans la tour du temple. Là, elle mangeait, dormait et prenait soin d'elle. La jeune fille se demanda pourquoi Grazia avait amené tant de mendiants dans son temple. Mais Radiana a ensuite conclu que le dieu du soleil n'accorde des bénédictions qu'aux bonnes personnes, ce qui est particulièrement important lorsque vous êtes sur le point d'être brûlé sur l'autel, car elle sera bientôt sacrifiée. Radiana était vraiment désolée pour Gracia, car elle allait bientôt être sacrifiée au dieu soleil pour qu'il continue à protéger les gens. La prêtresse Grace était chargée d'entretenir la flamme sacrée. On disait qu'elle était capable d'allumer un feu doté d'un pouvoir divin. Elle fut la première prêtresse d'Ela Diego, Gracia Mundos. Radiana a commencé sa journée par la prière. Elle a sincèrement remercié le dieu soleil de lui avoir permis de mener une vie mondaine. En un instant, la porte de la chambre de Radiana s'ouvrit et une femme de chambre apparut sur le seuil, qui informa que la jeune fille devait être emmenée chez le grand prêtre Unicus, mais qu'il devait d'abord changer la couleur de ses cheveux. Radiana, dans son cœur, ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire. Elle aimait aussi beaucoup sa propre couleur, mais elle n'osait pas discuter avec la prêtresse. Quelques heures plus tard, Radianu, teinte en rouge et vêtue d'une tenue élégante, se promenait dans les couloirs du temple, accompagnée de servantes. Lorsque la jeune fille regarda Gracia, elle réalisa qu'elle était comme deux gouttes d'eau. Mais pourquoi la prêtresse en avait besoin? Radian n'en avait aucune idée. Radiana marchait silencieusement derrière les servantes, et essayait de ne pas penser à une ressemblance aussi phénoménale. Lorsqu'elle entra dans la salle du palais, la servante annonça à haute voix que la prêtresse Gracia était arrivée auprès du vénérable grand prêtre Unicus. Dans la tête de la pauvre fille, tout se mélangeait à partir de ces mots. À ce moment-là, le grand prêtre Unicus se lavait les mains et était sur le point d'aller se coucher. Il se demandait donc ce qui avait amené Grazia à lui à une heure si tardive. Radiana était complètement perdue. Elle a presque perdu connaissance à ce moment-là. Elle ne savait pas quoi répondre au grand prêtre Unicus, alors elle se mit à bégayer. À ce moment, la vraie Gracia sortit de derrière la colonne de la salle et dit qu'elle était là. Elle avait un sourire heureux sur son visage. Radiana s'agenouilla devant les dignitaires et salua la prêtresse. Le père surpris était stupéfait de ne pas avoir reconnu sa propre fille il y a un instant. Gracia était très heureuse que Radiana ne soit pas reconnue par son propre père. Elle gazouilla joyeusement en disant qu'elle cherchait depuis longtemps un sosie approprié et qu'elle avait finalement réussi à le faire. Lorsque le père demanda ce que Grazia voulait dire et pourquoi le double, Grazia attrapa douloureusement la main de Radiana et la montra au grand prêtre. Elle rapprocha la main de la pauvre fille de son père et montra la marque de la famille Mundos brûlée sur la peau. Elle a dit que ma mère avait raison après tout. Le grand prêtre Unicus se souvint soudain du passé lointain et pensa que même alors, il aurait dû les tuer à l'occasion. Il a dit à haute voix à Gracia que c'était sa terrible erreur. Gracia se tourna vers Radiana et lui demanda ce qu'elle pensait de leur ressemblance. Elle a également dit qu'elle avait entendu dire que la mère de Radiana était une prêtresse qui servait le dieu soleil. Radiana baissa la tête de honte, mais Gracia continua à parler de sa mère, qu'elle avait des cheveux jaunes pâles et un charme qui attirait les hommes de tous les pays. Mais lorsque le grand prêtre eut honte d'écouter de tels commentaires sur son amour passé, il ordonna à sa fille d'arrêter de bavarder, car pour le moment, il devrait s'inquiéter pour la vie de Grace elle-même. Gracia a annoncé avec joie qu'elle avait déjà pris soin de son avenir, car demain au festival, Radiana devrait prendre place sur l'autel.
Puis Radiani a finalement compris pourquoi il prenait tant soin d'elle pendant tout ce temps, pourquoi il lui avait teint les cheveux. Tout cela pour qu'elle meure à la place de la prêtresse Gracia. Dans un rêve, Radiana a de nouveau vécu les horreurs récentes de son exécution. Et les derniers mots de Gracia, qui disaient que Radiana était née uniquement pour pouvoir mourir à la place de la prêtresse Gracia. En rêvant, elle tendit la main et attrapa fermement le manteau de l'homme qui n'avait pas quitté son lit depuis longtemps. C'était le prince Horatio Lumen. Horatio réalisa qu'elle commençait à reprendre conscience, alors il la prit par la taille et souleva Radiana plus près de lui. Lorsque le prince la regarda attentivement, il conclut qu'elle n'était qu'une humaine, mais que la couleur de ses cheveux ressemblait à de l'or liquide. Horatio toucha son corps. Il réalisa qu'il brûlait simplement. À ce moment-là, la jeune fille commença à ouvrir lentement les yeux. Radiana a vu une silhouette masculine indistincte devant elle, mais elle n'a pas reconnu de qui il s'agissait. Alors elle murmura doucement, demandant de qui il s'agissait. Horatio ramassa le verre de boisson et le tendit à la jeune fille, dont le corps brûlait de chaleur. Ce verre s'approcha des lèvres de la jeune beauté, l'obligeant à prendre une gorgée du liquide qu'il contenait. Dans la tête de Radiana, une image lui est immédiatement venue à l'esprit. Comment 2 servantes l'avaient retenue de force dans une salle du temple et qu'une prêtresse lui avait versé de force une potion. Son corps se souvenait encore parfaitement de ce qui s'était passé après qu'elle ait bu la potion. Alors, ses lèvres se sont immédiatement serrées et la jeune fille a refusé de boire le liquide. Puis elle fit tomber le verre des mains du prince Horatio et la moitié de la boisson se répandit sur le sol. Horatio a dit que la jeune fille devait boire immédiatement, sinon le soleil sécherait son corps à mort. Mais Radiana a été catégorique et a refusé de boire le liquide. Horatio insista et la persuada de boire le liquide pour son propre bien. Après quelques minutes de lutte, Radiani a quand même réussi à faire tomber le verre et presque tout le liquide s'est répandu. Ses vêtements étaient mouillés, des gouttes de liquide coulaient jusqu'au fond. Mais Radiana a quand même demandé à ne pas être obligée de boire la boisson. Horatio était également mouillé, et des gouttes coulèrent sur son torse. Il a dit à la fille que son entêtement était mignon au début, mais maintenant elle le battait. Alors elle ferait mieux de ne pas tester sa patience. Puis il a décidé de saouler cette stupide fille d'une autre manière. Le prince lui-même prit une gorgée de liquide dans ce gobelet. Puis il la prit par le menton et la rapprocha le plus possible de sa bouche. Lorsque la jeune fille ouvrit la bouche de surprise, Horatio versa le contenu de sa bouche dans la sienne avec des mouvements habiles. Abasourdie, Radiana avala docilement le liquide. À ce moment-là, la vision de la jeune fille était déjà complètement revenue et elle pouvait bien voir son visage. La jeune fille remarqua immédiatement que devant elle se trouvait un très beau jeune homme. Lorsqu'elle rassembla son courage, la première chose qu'elle demanda fut de savoir qui était exactement devant elle. Mais Horatio a seulement répondu qu'il était un peu déçu que cette personne ne se souvienne pas de qui était devant lui. Le prince s'est approché de la jeune fille et a dit qu'il était un animal sans cœur, si l'on en croit ses propres paroles. Après avoir rappelé l'animal sans cœur, une image de son récent sacrifice est immédiatement apparue dans l'esprit de la jeune fille alors qu'elle prononçait ces mots au prince Soleil. Puis elle a demandé à l'homme qui se tenait devant elle si elle était vraiment en vie et si elle pouvait lui parler. Ce à quoi le prince répondit qu'il n'aurait pas dit cela, mais qu'elle ne ressemblait pas non plus à une personne morte. Horatio a déclaré qu'il ne fallait pas oublier cela, car la famille de ceux qui ont offensé le dieu Soleil souffrira de sa colère pendant les 3 prochaines générations. Lorsque la jeune fille effrayée s'est blottie dans le coin du lit après une telle prophétie, elle s'est dit qu'elle attendrait à peine ses arrière-petits-enfants. Radiana a finalement repris conscience et est tombée à genoux devant le dieu Soleil. Elle s'est excusée pour ses paroles et a supplié de pardonner les péchés de la pauvre fille. Elle a failli mourir brûlée. Elle n'avait donc aucune envie de souffrir éternellement en enfer. Radiana a supplié de la bénir de son amour et de la sauver de la souffrance éternelle. Horatio était déjà fatigué d'écouter les supplications de la jeune fille, alors il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Le prince Soleil se dirigea vers le lit et y déposa soigneusement la jeune fille. Mais dès que le corps de Radiana a touché le lit, elle a immédiatement perdu connaissance. Il ne pouvait pas croire que cette personne était si faible. Horatio s'écarta et admira la beauté de la belle, inconsciente sur le lit. Les pensées suivantes tourbillonnèrent dans sa tête. Eux, les fils du dieu Soleil, doivent constamment superviser et diriger les gens. La raison de cette surveillance étroite est uniquement de faire en sorte que les gens se prosternent devant les dieux
et craignent leur peine de mort. La vie humaine est courte et sans valeur, mais cette fille a été la première personne à avoir osé le regarder dans les yeux. Et il y avait autre chose qui fascinait et intriguait le prince à la fois. C'était qu'il ne pouvait pas lire dans ses pensées, même si jusqu'à aujourd'hui, il pouvait lire les pensées de tous les êtres vivants. Horatio se dit que ce serait dommage de tuer cette fille maintenant, alors il décida de la laisser en vie pour le moment. Pendant que la jeune fille gisait inconsciente dans son lit, Horatio partit résoudre des problèmes urgents. La première chose qu'il fit fut d'appeler la femme de chambre et de lui ordonner de s'occuper de Radiana pour qu'elle ne fasse pas trop de bruit. Finalement, il ordonna à la servante de traiter la jeune fille avec respect, car il avait besoin d'elle en vie pour le moment. Lorsque Gino arriva dans la chambre d'Horatio le lendemain matin, il fut simplement dérangé par un tel acte de son maître. Il a demandé d'expliquer pourquoi cette personne est toujours en vie. Horatio s'assit solennellement sur son trône et caressa ses panthères. Il ordonna au serviteur de se taire. C'était sa décision de laisser la fille sans vie. Mais le domestique craignait que quelqu'un ne la sente. Mais Horatio a expliqué au serviteur qu'il avait lui-même suggéré que le prince devienne rapidement un vrai homme. Alors pourquoi a-t-il commencé à paniquer maintenant? Seusmote fit redresser les cheveux de Gino. Il commença même à douter que son maître soit sain d'esprit. Gino se demandait si Horatio voulait vraiment une intimité avec un sacrifice humain. Puis, Horatio a dit qu'il plaisantait. Gino a admis qu'il croyait le prince et a demandé quand exactement il se débarrasserait de cette personne. Le serviteur espérait que le prince ne la laisserait pas comme animal de compagnie. Gino a donné de solides arguments selon lesquels il ne pouvait pas laisser une personne en vie. Même si son Altesse l'acceptait, alors son Altesse ne le donnerait pas au prince. Et si son Altesse envoie un autre ambassadeur, l'homme mourra immédiatement. Ils doivent donc d'abord le tuer. Après avoir écouté son serviteur, Horatio reconnut que Gino avait raison. Le serviteur était heureux que le maître ait finalement écouté son serviteur et lui ait proposé d'en finir avec l'homme immédiatement. Mais Horatio avait ses propres idées à ce sujet. Il voulait passer la nuit avec cette belle fille le plus tôt possible. Gino se bouchait les oreilles avec ses mains et répétait qu'il n'avait rien entendu de tel. Mais Horatio dit que l'audace de Gino l'étonnait et lui demanda si Gino ne voulait pas que le prince le traite comme il l'avait fait avec les autres imbéciles de leur royaume. Mais Gino objecta que ce serait le point extrême de la cruauté de la part du prince Horatio. Horatio plissa les yeux et regarda attentivement Gino, puis il dit que personne ne saurait rien si le domestique gardait la bouche fermée. Mais Gino voulait vraiment avoir une réponse à sa question. Combien de temps le prince allait cacher la jeune humaine? Le prince Horatio était très différent de ses propres frères. La couleur de ses cheveux et de ses yeux indiquait qu'il était né d'une femme mortelle. Depuis l'Antiquité, les demi-dieux n'étaient pas considérés comme à part entière, même si l'un des parents était une divinité suprême. En guise de punition divine, beaucoup de ces personnes ont été tuées ou empoisonnées afin que personne ne puisse même deviner leur existence. Mais Horatio, malgré tous ces obstacles, réussit non seulement à survivre, mais aussi à devenir le prince de l'Empire. Il a hérité de la renommée de son père et est né avec la capacité de lire dans les pensées des autres. C'est pourquoi personne n'a osé le défier, pas même le dieu Soleil seul. Mais dans sa famille, on attendait juste qu'il devienne enfin un homme. Mais Gino s'est opposé à une telle déclaration du prince. Même si sa famille attendait qu'il devienne un homme, personne ne voulait qu'il soit un partenaire humain. Pour un tel titre, ils peuvent être privés. Mais Horatio continuait calmement à caresser son chat, qui ne faisait que ronronner en réponse. Gino a demandé si c'était Horatio et essayait de lui retirer son titre. Pour devenir prince après avoir atteint la majorité, l'héritier doit épouser un représentant d'une famille noble ou une haute nymphe et compléter le mariage. Celle qui soutenait l'impératrice et les nobles et dressait une liste d'épouses potentielles pour que le prince Horatio puisse le contrôler. Mais Horatio souhaitait renoncer à ses droits au trône et conclure une alliance avec un homme. Gino s'est un peu creusé la tête et est arrivé à la conclusion que même si quelque chose se passait entre eux, Horatio est le seul juge du ciel. L'empereur Sol ne pourra pas lui retirer le titre de prince. Gino a quand même insisté sur son point. Horatio ne devrait pas s'approcher d'une personne parce que ce n'est pas bien. Mais Horatio expira et dit d'un air condamné qu'il acceptait tout, si seulement la famille restait derrière lui. Le fidèle serviteur avertit son maître qu'il pourrait être expulsé du ciel pour un tel acte. Mais Horatio se versa un grand verre de vin et dit que c'était exactement ce qu'il désirait le plus.
Radiana s'est réveillée en réalisant qu'elle commençait à ressentir la chaleur du soleil. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se demanda si c'était un rêve ou si Dieu l'avait méprisée et l'avait envoyée au ciel. Puis elle tourna son attention vers ses mains. Elles étaient étroitement liées. Levant les yeux plus haut, la jeune fille remarqua Horatio, qui était assis à côté d'elle sur le lit. Le prince lui demanda quel était son nom, puisqu'elle n'était pas Gracia. Et la fille a dit qu'elle s'appelait Radiana. Le dieu solaire répéta ce nom. Radiana, le jeune homme l'aimait bien. Puis le jeune homme se présenta et dit que Radiana pouvait l'appeler Horatio. La jeune fille a demandé de ne pas la tuer et de lui délier les mains. Horatio, bien sûr, a déclaré qu'il ne tuerait pas la jeune fille si elle lui promettait de ne pas s'évanouir de sitôt. Lorsqu'il détacha les mains de la jeune fille, elle se leva et s'inclina immédiatement devant Dieu. Horatio prit Radiana par le menton et lui releva doucement la tête. Il a dit que ce n'était pas nécessaire et que vous devriez relever la tête. Il a demandé à le regarder dans les yeux et Radiana a répondu à sa demande. Lorsque leurs regards se croisèrent, il leur dit de maintenir un contact visuel pendant la conversation. Horatio sourit à la jeune fille avec satisfaction. Radiana était une fois de plus convaincue que le jeune homme était étonnamment attirant. Horatio a poursuivi la conversation et a dit à Radiana qu'il avait décidé de lui donner la vie. Surpris, la jeune fille a demandé si Horatio avait vraiment pitié d'elle, et le jeune homme a assuré que, bien sûr, il lui pardonnerait et même la rendrait immortelle, mais qu'en échange, elle devrait passer une nuit avec lui dans son lit. Radiana se détourna du jeune homme, effrayée. Elle ne voulait pas accepter cela. Il lui a proposé des conditions très strictes. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être immortelle. Ensuite, Horatio a noté que Radiana était très courageuse, une fois qu'elle a osé refuser le dieu soleil. Horatio sortit du lit et, sortant de la chambre de la jeune fille, lui dit de bien se reposer et de reprendre des forces, car elle était actuellement plus faible qu'une souris. Lorsque la porte de la chambre s'est fermée, la jeune fille s'est assise sur son lit sous le choc et a commencé à penser à tout. Elle s'est immédiatement souvenue des paroles de sa propre mère, qui lui disait constamment de protéger son innocence à tout prix. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle était confuse et effrayée. Il n'y avait que des pensées dans sa tête que bien qu'il soit Dieu, il reste avant tout un homme. Bien sûr, ses paroles étaient douces comme du miel. Mais il transformerait immédiatement la jeune fille en arbre ou en pierre si elle ne parvenait pas à plaire au jeune homme. La jeune fille était distraite de ses pensées lourdes par un doux arôme qui ressemblait à celui des fleurs. Lorsque la jeune fille tourna la tête, elle vit apparaître dans la pièce une créature féminine, d'où provenait cet arôme agréable. Radiana n'était en aucun cas prête à voir quelqu'un d'autre dans sa chambre à l'exception d'Horatio, alors elle a crié fort de peur. Cette créature calma la jeune fille et lui demanda de ne pas faire d'histoire dans le palais céleste. La jeune fille salua Radiana. C'était Nika, la nymphe des eaux la plus basse. Il y avait 19 enfants plus jeunes qu'elle dans sa famille. Nika s'est approchée du lit de sa maîtresse et lui a dit qu'elle lui avait apporté de l'eau. Ce serait un honneur pour une nymphe de devenir la première partenaire de son Altesse. Mais il y avait un « mais ». Radiana a complètement refusé l'eau et la nourriture. C'est un fait bien connu que les mortels ne peuvent pas vivre longtemps dans le palais céleste. Les corps fragiles des mortels se fanent. Ils ne peuvent pas résister à la chaleur excessive du soleil et, pour survivre, ils ont donc absolument besoin de nourriture et de boissons. Nika s'assit au bord du lit à côté de sa maîtresse et dit que Radiani avait besoin de boire. La nymphe plaça un verre d'eau dans les mains de Radiana et dit qu'il contenait l'énergie spirituelle du troisième prince solaire. La nymphe ne comprenait pas comment on pouvait refuser un tel trésor. Après tout, l'eau bénite imprégnée de l'énergie du prince Horatio était considérée comme la valeur la plus importante parmi les nymphes du palais Tesca. Radiana a tristement demandé ce qui se passerait si elle buvait cette eau, et la nymphe expliqua que la maîtresse deviendrait saine et belle, comme la déesse de l'Empire Povius. Radiana a proposé à Nis de boire elle-même le contenu de la coupe. Mais la nymphe n'a même pas osé penser au fait que son Altesse était un cadeau de Lady Radiana. Alors Radiana, pour ne pas contrarier Nika, but cette eau bénite, et la nymphe proposa joyeusement de commencer à manger à partir de demain. Mais Radiana se contenta de secouer la tête. Elle n'allait pas manger. Eh bien, la nymphe a au moins proposé de boire de l'eau pour que Radiana ne refuse pas l'eau. La nymphe remercia Radiana d'avoir accepté de boire de l'eau et s'assit plus près pour lui proposer de tisser une tresse de fleurs parfumées. Alors que la belle Radiana était assise avec un verre d'eau bénite au milieu de sa chambre,
la nymphe a habilement tissé de belles fleurs dans ses cheveux. À partir de ce look, Radiana a joué avec de nouvelles couleurs. Satisfaite, Nika a informé sa maîtresse qu'au paradis, la jeune fille tisse des fleurs dans ses cheveux alors qu'elle se prépare pour sa nuit de noces. Après ces mots, Radian but un verre d'eau dans ses mains. Horatio, en colère, était assis sur un trône au milieu de son palais. Il était de mauvaise humeur. Une servante inquiète apparut devant lui et informa son Altesse que Dame Radiana avait accepté de boire de l'eau bénite aujourd'hui. Horatio, en colère, a crié que si elle n'était là que pour ce message, alors elle devrait aller en enfer. Et la nymphe se transforma instantanément en goutte d'eau et disparut. La femme humaine qui avait tant intrigué Horatio refusait de manger depuis plusieurs jours d'affilée. Elle ne buvait que de l'eau bénite. Il était clair pour tout le monde qu'elle serait morte le premier jour si l'habile guérisseur Gino n'avait pas été à proximité. Horatio savait que Gino se trouvait quelque part à proximité. Alors il ordonna de se montrer immédiatement, si sa propre vie lui était chère. Gino a bondi au milieu de la salle, a levé les mains et a crié qu'il ne faisait que passer. Horatio se demandait pourquoi Gino passait par là au moment même où le prince ordonnait à ceux qui le méritaient d'être ici. Gino recommença à aiguiser le sien. Il a demandé si le prince avait changé d'avis quant au fait de laisser la jeune humaine en vie. Et Horatio expira lourdement. Il commençait déjà à être agacé par ses bavardages. Mais Gino a continué. Il a dit que partager de l'eau dorée avec une fille humaine n'était pas une décision intelligente, donc le prince devrait y réfléchir. Horatio était assis avec un verre d'eau bénite à la main. Il était déjà assez ennuyé par ces affirmations constantes de Gino. Sa patience avait déjà fait ses preuves. Horatio a décidé de donner une leçon au serviteur ennuyeux et a commencé à brûler son âme avec son regard vigilant. Le même a immédiatement commencé à réclamer à grands cris d'être épargné, car son âme avait failli lui être enlevée. Horatio eut pitié de son serviteur et arrêta son regard. Gino poussa un soupir de soulagement. Puis Horatio a dit que cette fille pouvait le regarder droit dans les yeux. Mais Gino a tenu bon. Il devrait bientôt se débarrasser de la jeune humaine. Mais quand il comprit exactement ce que le propriétaire avait dit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Une jeune fille humaine qui a regardé directement dans les yeux du dieu Soleil peut-elle survivre? Une âme humaine peut-elle survivre après une telle chose? Demanda le serviteur. C'est pourquoi Horatio l'a laissée en vie. C'est pourquoi Horatio voulait sauver la vie de la jeune fille, même s'il fallait la forcer à manger. Quelque chose inquiéta Horatio, et il disparut immédiatement de la salle. Seul un verre renversé sur le sol lui faisait penser à lui. À cette époque, Radiana se rendit sur le toit du palais céleste. Une seule pensée lui traversait la tête. Pourquoi avait-elle demandé grâce au dieu Soleil? Elle était également troublée par l'arôme de ses fleurs, qui rappelait à la jeune fille le but pour lequel elle les avait tissées dans ses cheveux aujourd'hui. Radiana alla jusqu'au bord du toit. Elle savait que Nika était déjà partie, et que les autres domestiques n'avaient rien à voir avec elle. Donc, pour le moment, personne ne peut l'arrêter. C'était sa seule chance. Lorsqu'elle baissa les yeux, son cœur s'arrêta presque à cause de la peur, mais elle ne voulait plus vivre. Il y a eu de nombreuses difficultés dans sa vie. Mais quand ils l'entourèrent, Radiana leva les yeux et regarda le soleil brillant. C'est le soleil qui lui a donné la vie. C'était exactement la raison qui la poussait à se battre. Elle rêvait constamment de respirer l'arôme des fleurs et de regarder le ciel ensoleillé. Mais la réalité s'est avérée complètement opposée à son imagination. Radiana a admis qu'elle a toujours été hypocrite, que sa vie a toujours été malheureuse, mais elle ne pouvait pas abandonner. Dans sa tête se trouvait une pensée obsessionnelle, selon laquelle il vaudrait peut-être mieux mourir que de rester coincé dans une attente éternelle de l'avenir. Radiana fit un pas et s'envola. Alors que toute sa vie défilait soudain devant ses yeux et qu'elle avait déjà dit au revoir à sa propre vie, quelqu'un la prit fermement dans ses bras. Radiana leva les yeux et vit qu'elle avait été sauvée par le dieu solaire Horatio. Il lui a dit avec un sourire aux lèvres que c'était une perte de temps. Horatio a expliqué à Radiana que même si elle tombait et mourait, il la ramènerait toujours à la vie. Vous n'aurez donc pas besoin de faire cela à l'avenir. Il l'a soigneusement placée sur le lit et lui a dit que la résurrection est un processus plutôt douloureux. Vous ne devriez donc pas l'essayer sur vous-même. Alors le prince Horatio prit sur la table les fruits les plus délicieux. La jeune fille tendit les mains qui tremblèrent de peur et d'excitation. En un instant, le fruit était entre ses mains. Dans son esprit, elle disait que maintenant, elle ne pourrait même plus mourir.
Radiana a regardé le fruit juteux et s'est rendu compte que maintenant, elle n'a même plus le droit de décider quoi que ce soit par elle-même. Elle doit donc simplement l'accepter et continuer à exister d'une manière ou d'une autre. Horatio a déclaré qu'il avait compris que la nymphe des eaux n'était pas là lorsque tout cela s'est produit. Sinon, il se couperait simplement la tête. Après ces mots, il a offert de la nourriture à Radiana. Si cela n'arrive pas, Nika connaîtra une triste fin. À partir de ce jour, d'autres serviteurs s'occupèrent de Radiana. Chaque matin, Nika offrait de la nourriture à sa maîtresse, et la jeune fille, par force, mangeait la nourriture pour la sécurité de sa nymphe. Malgré le fait que Radiana n'avait aucune envie de manger ou de boire, l'eau bénite et la nourriture ont fait leur travail, et Radiana a finalement récupéré. Horatio commença à rendre visite à Radiana de plus en plus souvent sans avertissement. Chaque fois qu'elle voyait le prince Nick, elle se transformait en goutte d'eau et disparaissait instantanément. Radiana toléra les sourires secs d'Horatio et ses courtes conversations avec lui jusqu'à l'heure du coucher. Horatio essaya de profiter autant que possible de leur brève et maigre communication. Pendant 2 siècles, il n'a pratiquement communiqué avec personne. Et tout cela était dû à une bénédiction maudite. Tous ceux qui regardèrent le dieu soleil dans les yeux moururent immédiatement. Mais Radiana était différente des autres. Même si elle avait peur du prince, son âme n'en souffrait pas. De plus, Horatio ne pouvait pas lire dans ses pensées, alors il appréciait le silence entre eux. Il a laissé Radiana pleurer. Horatio savait qu'il pourrait ressusciter Radiana encore et encore si elle choisissait de se suicider. Parfois, il pensait même à partager l'immortalité avec elle. Il n'y avait qu'un seul problème qui intriguait Horatio, c'était le manque d'endurance de Radiana. Horatio regarda Radien dans les yeux et lui rappela qu'il était temps de dormir. La jeune fille accepta. C'était la seule chose que Radiana n'aimait pas. Il ne comprenait pas comment elle devait s'endormir alors qu'elle ne voulait pas du tout le faire. Radiani s'est toujours demandé pourquoi le dieu soleil lui avait sauvé la vie. Radiana n'arrêtait pas de penser qu'il était très difficile de ne rien faire de la journée et de se forcer ensuite à dormir. Nika était là, comme ici. Elle dit à l'hôtesse qu'Horatio était parti chasser. La servante lui demanda si elle devait préparer un bain pour Radiani, si elle souhaitait prendre son petit déjeuner. Horatio a insisté pour que Radiana dorme le plus longtemps possible. Il répéta qu'elle seule avait réussi à survivre dans le palais céleste. Et seule l'eau bénite donnait un peu de gaieté à la jeune fille. Radiana, constamment endormie, a dit à Niki qu'elle n'allait pas très bien. Elle a demandé à la femme de ménage si elle pouvait s'occuper d'un travail. Nika a demandé si Radiani s'ennuyait. Il pourrait chanter ou danser maintenant pour réconforter Radiana d'une manière ou d'une autre. Mais Radiana a expliqué qu'elle avait besoin d'un travail. Tout travail, ménage, cuisine, lavage de fruits. Elle a tout accepté. La nymphe expliqua que les membres de la famille impériale ne travaillèrent pas, donc c'était hors de question. Mais Radiana a nié qu'elle ne faisait pas partie de leur famille. Mais Nika a dit tranquillement que Radiana est la partenaire de son Altesse. Elle est donc l'égale d'un membre de la famille impériale. Après ces mots, la nymphe se contenta de crier et se transforma en goutte d'eau. Une telle disparition instantanée de la servante était toujours causée par une seule raison, l'apparition du prince Horatio à proximité. Oui, Horatio est apparu dans la chambre de Radiana et lui a demandé depuis combien de temps elle était réveillée. La jeune fille remarqua mentalement que le prince aimait quand elle réagissait d'une manière ou d'une autre à ses paroles. Alors cette fois, Radiana commença à lui rendre son sourire. Mais Horatio remarqua que quelque chose tracassait la jeune fille. Par conséquent, il s'est approché d'elle et lui a demandé ce qui lui avait causé une telle humeur. La jeune fille a répondu que rien ne la dérangeait. Puis Horatio se pencha vers Radiana et lui dit qu'il détestait les menteurs. Radina a expliqué au prince que la raison de sa mauvaise humeur était le manque de travail. Elle pourrait faire différents travaux. La jeune fille a demandé à lui confier quelque chose. Elle m'a assuré qu'elle avait de très bonnes mains et qu'elle pouvait donc tout faire, même tisser des paniers ou des boîtes en papyrus. Mais le jeune homme se pencha plus près, lui prit le menton dans ses mains et lui murmura qu'elle n'avait rien à faire avec aucun papyrus. Il pouvait lui donner tout ce qu'elle voulait, donc son seul travail était de rester dans le palais céleste. Radiana remarqua une fois de plus que son regard était parfois plein de cruauté, de folie et de tristesse sans limite. Il a dit de l'attendre comme une belle statue, c'est ce qu'il aura pour elle. C'est tout ce qu'il exige de Radiana. Puis ils tournèrent simultanément leurs regards dans une direction. Là, sa panthère bien-aimée s'approchait d'eux.
Lorsque le chat sauvage s'approcha d'Horatio, il la caressa doucement et lui dit qu'ils n'avaient pas tous les deux besoin de trouver un sens à leur existence. Ils étaient tous deux sa propriété. Et c'est pour cette raison qu'ils existaient tous les deux dans ce monde jusqu'à présent. Le prince Horatio n'était pas de bonne humeur ces derniers jours. Tout le monde autour l'a remarqué. Gino s'inquiétait également pour son maître et se demandait également pourquoi il était de si mauvaise humeur, alors qu'il obtenait ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas du tout comprendre son Altesse. En se promenant dans le palais céleste, Gina remarqua une nymphe ramassant des papyrus. Cela intéressa grandement la servante, alors il s'arrêta et décida de découvrir plus en détail pourquoi elle avait besoin de lui. Gino s'approcha de la nymphe et lui demanda comment allait l'homme. Nika est revenue et a dit qu'il lui avait fait peur. Elle lui demanda si sa question concernait la santé de Lady Radiana. La nymphe assura au serviteur que tout allait parfaitement bien pour Lady Radiana. Ensuite, Gino a ajouté qu'en principe, tout ne pouvait pas aller bien avec une personne qui se trouve dans le palais céleste. Ensuite, la nymphe a convenu que peut-être que tout n'allait pas bien avec Lady Radiana. Gino se demandait si Radiana elle-même lui avait dit que tout n'allait pas bien, ou si c'était Nika qui avait elle-même tiré de telles conclusions. Et il souhaitait également découvrir plus précisément ce qui rend une personne malheureuse. Au moment où Nika rassemblait ses pensées et envisageait de partager ses expériences avec Gino, le prince Horatio s'approcha d'elle par derrière. Il lui a demandé si son vrai nom était Nika. La nymphe a presque perdu connaissance à cause de la surprise et de la peur. Elle a franchement avoué au prince que son cœur s'était presque arrêté. Puis Horatio a dit à Niki que c'était complètement impudent et qu'elle n'accordait aucune valeur à sa vie. Cette fille a dit qu'elle n'avait aucune idée de ce dont son Altesse parlait exactement. Horatio dit qu'elle avait utilisé du rhinum avant leur rencontre et que c'était pour cela qu'elle ne pouvait pas penser à Radiana, ce qui était déjà une audace inouïe. Rhinum est un bouclier pour l'esprit créé à partir de soufre, d'or et de magie ancienne. Rhinum vous permet de cacher temporairement vos pensées aux oreilles indiscrètes d'Horatio ainsi que de protéger votre âme du regard du prince. Excitée et effrayée, la nymphe expliqua qu'elle n'avait pas le choix. Elle craignait qu'Horatio s'inquiète pour Lady Radiana. Horatio n'était pas de bonne humeur auparavant, alors cette nymphe a ajouté de l'huile sur le feu. Il lui a demandé comment elle avait osé dire une chose pareille. Horatio commença à réfléchir à ce qu'il devait faire de cette nymphe. Au début, il a décidé de la tuer pour une telle concession, mais il a ensuite pensé que Radiana perdrait à nouveau connaissance lorsqu'elle l'apprendrait. Maintenant, Horatio comprenait enfin pourquoi il était en colère ces derniers jours. La raison de sa mauvaise humeur était la beauté aux cheveux dorés. Mais Horatio n'est pas habitué à entendre des refus. Donc s'il a déjà décidé d'apprendre la vérité, il l'apprendra à tout prix. Il sortit une poudre magique et la souffla sur la tête des nymphes. Il pouvait désormais lire clairement toutes les pensées de la nymphe. Et elle, à son tour, sympathisait avec Radiani. La nymphe craignait que la jeune fille puisse sauter du balcon. Niki se sentait désolée pour Radian lorsqu'elle se forçait à manger, même lorsqu'elle en avait marre de manger. Radiana ne pouvait même pas quitter le palais, car son Altesse bloquait toutes les sorties. Nika était impatiente d'aider Radiana, mais le valet de chambre de Gino l'a prévenu qu'Horatio incendierait sa maison si elle le mettait en colère. Lady Radiana était mécontente. Elle avait peur du troisième prince soleil et se força à sourire. C'est ce qu'Horatio a lu dans l'esprit de la nymphe, après quoi elle est tombée sur le sol du palais céleste. Gino a également demandé à Horatio que c'était probablement la raison pour laquelle ils avaient eu du mauvais temps tout le mois. Tout cela était à cause de cette personne qui énervait le prince. Après avoir réfléchi un instant, Horatio ordonna d'effacer tous les souvenirs de la nymphe et d'apporter plus de papyrus. Lorsque Gino a demandé pourquoi ils avaient besoin du papyrus, son Altesse a expliqué qu'il devrait le donner à la jeune humaine. Gino a demandé au propriétaire pourquoi il s'amusait avec cette fille et a répondu que sa famille se demandait s'il avait passé la nuit avec quelqu'un. Gino était donc tiraillé entre deux feux et ne savait que dire ni à qui. Horatio a suggéré que Gino visite le palais impérial demain. Confus, le domestique demanda pourquoi il en avait besoin. Et Horatio, le sourire aux lèvres, expliqua qu'une visite au palais impérial était nécessaire pour prouver que le prince avait de l'intimité. La triste Radiana était dans sa chambre comme d'habitude. Il lui était interdit de se promener dans le palais céleste. C'est donc presque le seul endroit où elle a toujours passé son temps. Du coin de l'œil, elle jeta un coup d'œil aux servantes qui surveillaient constamment la jeune fille. Elle s'est surprise à penser qu'un jour,
elle deviendrait comme eux, une poupée sans âme. De telles pensées étaient régulièrement dans la tête de Radiana lorsqu'elle restait assise et regardait depuis le balcon de sa propre chambre. Radiana a lutté contre la faim toute sa vie. Son désir était de prendre au moins une gorgée d'eau. Elle a presque perdu la tête en mangeant une seule herbe. Mais maintenant, tout est complètement opposé. Sa vie a tourné à 180 degrés. Radiana dispose désormais d'un lit moelleux, de la nourriture et des boissons les plus délicieuses. Mais une seule question lui restait en tête. Pourquoi cherche-t-elle une raison de vivre? La seule chose qui manquait à Radiani, c'était la volonté. Elle ne voulait pas simplement vivre, elle avait besoin de liberté. Dans son enfance, la mère a donné de faux espoirs à la fille et Radiana en a été offensée. La mère a dit qu'un jour Radiana serait libre et que même après sa mort, elle prierait pour cela. La mère espérait que sa fille connaîtrait toutes les joies de la vie de sa mère. La mère espérait que sa fille deviendrait un phare dans les ténèbres. Radiana avait des larmes amères. C'est seulement maintenant qu'elle comprenait toute l'essence des paroles de sa mère et qu'elle réalisait à quel point elle avait tort de penser ainsi. Radiana fut distraite de ses lourdes pensées par la voix de sa servante bien-aimée. Elle montra à sa maîtresse un gros tas de papyrus. La nymphe, ravie, dit à Radiana qu'elle avait apporté quelque chose pour elle. Radiana était à la fois heureuse et effrayée. Parce que si son Altesse la prend, vous ne les envierez pas tous les deux. Mais Radiana n'eut pas le temps de dire ce que le prince en ferait, comment il le saurait, lorsqu'elle entendit par derrière sa voix familière, qui disait que la nymphe avait sa permission pour cela. Horatio, avec un sourire aux lèvres, a dit à Radiana qu'elle voulait elle-même le papyrus. Alors voici le papyrus pour elle. Radiana a été très surprise, car jusqu'à tout récemment, il avait catégoriquement refusé de répondre à sa demande. Son Altesse tendit la main à Radiani, et elle prit la sienne en retour. Elle sentit la chaleur de sa main, et son âme se sentit plus à l'aise. Alors, se tenant la main, ils se rapprochèrent du papyrus à travers toute la salle du palais céleste. Le cœur de Radiana commença à battre à tout rompre, et comme elle ne le calmait pas, il n'écoutait pas sa raison. Lorsqu'elle s'approcha du papyrus et examina la pile, elle remarqua mentalement qu'il y en avait trop. Devant la jeune fille se trouvait toute une montagne de papyrus. Elle voulait demander pourquoi il y en avait tant, mais elle n'osait pas. Horatio, sans lâcher sa main, la regarda directement dans les yeux et lui demanda comment elle se sentait maintenant. Radiana était confuse. Elle ne s'attendait pas à une question aussi directe et ne savait donc pas exactement quoi répondre à son Altesse. Puis elle retira sa main et s'inclina. La tête baissée, elle a dit qu'elle était très reconnaissante envers son Altesse. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit à l'expression du visage d'Horatio qu'il ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de la jeune fille. Elle était donc perdue et commença à réfléchir à ce qu'elle aurait dû dire d'autre. Horatio s'approcha de la jeune fille et lui prit le visage dans sa main. Il a dit qu'elle devrait sourire lorsqu'elle prononce des mots de gratitude. Un sourire torturé et peu sincère apparut sur le visage de Radiana. Elle ne pouvait pas refuser de répondre à la demande du dieu Soleil, même si elle ne voulait pas du tout sourire. Horatio comprit également que le sourire de la jeune fille n'était pas sincère, et il s'énerva également. Radiana commença à trembler de peur. Elle comprit que l'humeur d'Horatio commençait à se dégrader. Il a demandé à la jeune fille pourquoi elle prétendait vouloir vivre, alors qu'en réalité, cela n'était pas visible. Son Altesse a expliqué qu'il est de coutume que ceux qui veulent vivre prient constamment les dieux pour cela. Au même moment, la jeune fille tomba à genoux devant Horatio. Son corps tremblait et elle ne pouvait rien y faire. Radiana baissa la tête vers le sol et commença à supplier le dieu Soleil. Horatio s'attendait à entendre que la jeune fille plaiderait pour la longévité, voire l'immortalité. Mais Radiana leva les yeux et dit clairement qu'elle ne lui demandait qu'une chose, qu'il la tue le plus vite possible. Horatio haussa les sourcils de surprise et demanda si la jeune fille voulait vraiment mourir. Et c'était après tous ses efforts et tous ses efforts pour plaire à Radiani. Horatio tendit la main et souleva Radiana du sol. Il vit qu'elle brillait tout simplement, et c'était précisément au moment où la jeune fille était entre la vie et la mort. Horatio ramassa la belle et la plaça soigneusement sur l'oreiller en papyrus. Puis il s'est penché sur la jeune fille confuse et lui a dit que j'apprécie les bonnes manières, car après tout, c'est un prince ensoleillé. Comme hypnotisée, la jeune fille était allongée sur le papyrus et gardait les yeux fixés sur Horatio. Pendant ce temps, il démêlait lentement ses tresses, jouant avec les cheveux dorés de la belle. La jeune fille avait peur que quelque chose d'indécent se produise maintenant,
Alors elle a essayé d'arrêter le prince Horatio. Elle lui a dit d'arrêter, elle a affirmé qu'il était gentil et poli. Horatio sourit même. C'était drôle pour lui d'entendre une telle flatterie de sa part. Il lui a donc demandé si elle croyait vraiment ce qu'elle disait. Horatio se pencha et lui murmura à l'oreille de lui demander de se suicider à nouveau. Si elle fait ça, il l'emmènera ici. Il savait que ce serait une expérience plus douloureuse que la mort. Puis le prince Soleil lui prit doucement le menton et lui dit qu'elle pouvait lui demander grâce. Après que Radiana ait dû lui demander de lui donner la vie, il essaierait de la garder et de la faire sienne pour toujours. Lorsqu'il se pencha et posa ses lèvres sur son front, il pouvait presque sentir ses pensées. Il savait que si elle voulait vraiment mourir, elle ne perdrait pas de temps à y penser. Au bout d'un moment, ses lèvres tombèrent sous le front de la jeune fille. Ils rencontrèrent ses lèvres et les touchèrent doucement. Elle n'a pas résisté à un baiser aussi passionné. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens et elle resserra sa prise sur sa main. Après le baiser, Radiana sentit tout son corps brûler, comme si elle était de nouveau en feu. Son regard rencontra celui passionné de son Altesse. Horatio lui prit la main et dit que c'était assez pour aujourd'hui. Son corps devait devenir plus fort pour correspondre au sien. Il a ensuite porté sa main à sa bouche et lui a mordu le doigt. Radiana cria de douleur et de surprise. Il la regarda doucement droit dans les yeux et elle comprit que c'était nécessaire. Du sang commença à couler de son doigt. Elle coulait de plus en plus vite. Mais Raidana n'a ressenti aucune douleur. Elle n'osait même pas bouger. Horatio plaça un mouchoir sous le doigt blessé de Radiana. Lorsque le mouchoir fut suffisamment imbibé de sang, le prince le tendit à la servante et ordonna à Gino de le donner à son père. Puis il embrassa doucement son doigt blessé et dit à Radiana de se reposer. Le saignement s'est arrêté immédiatement. Au bout d'un moment, Horatio disparut de sa chambre et la jeune fille resta allongée dans un tas de papyrus. Elle ne parvenait toujours pas à se remettre des récents événements. Son cœur voulait sortir de sa poitrine. Puis la jeune fille commença à reprendre ses esprits et à comprendre que tous les domestiques étaient dans la pièce à ce moment-là. Ils étaient donc tous témoins de ce qui venait de se passer ici. Radiana brûlait presque de honte. Elle pensa immédiatement à Nika. Si la nymphe voyait aussi tout cela, alors comment Radiana pourrait-elle la regarder dans les yeux? Radiana n'eut pas le temps de se souvenir de sa nymphe, car elle apparut immédiatement dans la pièce. Nika s'est excusée d'avoir dû disparaître de la pièce. Lorsqu'Horatio est apparu de manière inattendue, elle a immédiatement disparu. La nymphe demanda si la maîtresse allait bien, et Radiana poussa un soupir de soulagement que Nika n'ait pas vu la honte qui s'était produite ici il y a quelques minutes. Gino se dirigea lentement vers le palais céleste. Derrière lui, un serviteur portait un coffre contenant quelques affaires. Gino se dit qu'il savait que ce jour viendrait un jour. Aux portes du palais, le valet de chambre Gino salua Solo Lumen, le tout-puissant fils du soleil. Il a déclaré qu'il était venu ici de Horatio Lumena et a humblement demandé une audience. Dans la salle principale du palais céleste, Solo Lumen était assis avec révérence sur le trône. De ses deux côtés se trouvaient des serviteurs et des représentants de familles nobles. Le valet Gino s'inclina devant le dieu soleil et lui exprima son respect. Solo Lumen a dit à voix haute qu'il espérait que Gino soit venu ici avec de bonnes nouvelles. Le valet de chambre commença à marmonner quelque chose de manière inaudible et ne put expliquer clairement pourquoi il était venu ici. Le sage dieu Solo réalisa qu'il n'avait pas besoin d'oreilles supplémentaires pour cette conversation confidentielle et leva la main droite. Sans plus attendre, ses serviteurs comprirent qu'ils devaient quitter les lieux de la salle et se précipitèrent aussitôt pour exécuter l'ordre du dieu soleil. Ensuite, le valet de chambre raconta exactement ce qu'il avait amené au palais de Solo Lumen. Solo Lumen a écouté attentivement et a demandé à Gino qui était exactement cette fille. Gino avait des gouttes de sueur froide sur le front après sa question. Il plissa les yeux et annonça avec crainte que cette fille était une humaine. Solo Lumen a demandé si Horatio avait emmené la victime avec lui. Peut-être s'agissait-il d'une prêtresse dotée de capacités spéciales dont parle leur ancienne prophétie. Mais Gino vient de dire d'un air coupable que Solo Lumen avait tort. Cette fille qu'Horatio a choisie n'a rien à voir avec la prophétie. Ses pouvoirs divins sont trop petits. Gino devança les pensées de Solo et demanda si Dieu ne pensait pas que son Altesse Horatio voulait se rebeller contre son père. Mais Solo Lumen a calmé Gino. Il a dit qu'Horatio était très proche de lui malgré son impertinence. Alors l'astucieux Solo demanda à Gino de faire croire à tout le monde que cette fille était une courtisane de la cour impériale. Les yeux de Gino s'écarquillèrent devant une telle demande.
Mais Solo a expliqué qu'Horatio apparaîtrait à volonté avec cette fille dans le palais impérial, donc ce serait mieux pour tout le monde qu'il pense qu'elle est une courtisane. Gino a convenu que CE serait la meilleure solution pour tout le monde. Solo a ensuite poursuivi en disant que dès qu'Horatio en aurait marre de cette fille, il se débarrasserait d'elle immédiatement. Simple mouvement du doigt, Solo Lumen scella le contenu de la boîte que le valet de chambre de Gino lui avait apportée et déclara qu'elle serait dans cet état car Solo Lumen ne voulait pas se battre avec son troisième fils. Une semaine après les événements du palais impérial, Radiana se réveilla dans son lit. Elle chercha sa servante. La nymphe Nika est immédiatement apparue et a salué sa maîtresse. Elle était très inquiète pour Radiana, car la fille avait dormi toute une semaine. Mais Radiana assura à sa servante qu'elle était en parfait état. Au fait, Radiana voulait partager une nouvelle nouvelle avec sa nymphe. La jeune fille tendit la main droite vers la servante et lui montra son avant-bras. Radiana a expliqué qu'elle avait perdu la stigmatisation d'une esclave blanche, et en plus, la peau est devenue plusieurs fois plus blanche et plus lisse. Elle était reconnaissante envers son Altesse de leur avoir enfin donné le droit de choisir, ce qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Radiana s'est demandé pourquoi il lui avait donné le droit de choisir et lui avait épargné la vie. Radian avait également une autre demande. Elle dit joyeusement à la servante qu'elle avait très faim. Alors elle demanda à la nymphe de lui apporter son petit déjeuner. La nymphe ne rêvait même pas d'entendre de tels mots de la part de sa maîtresse. Elle a donc dit que bien sûr, elle apporterait immédiatement le petit déjeuner le plus délicieux à Radiana. Radiana se leva du lit et s'étira doucement. Aujourd'hui, elle se sentait beaucoup mieux qu'avant. Elle pensait que ce n'était qu'un baiser, et elle semblait avoir vieilli de plusieurs années. Radiana a décidé de partager avec la nymphe que sur Terre, elle n'était pas une prêtresse, mais une esclave ordinaire, et que cette stigmatisation était la preuve que sa position sociale était assez basse. Mais après le baiser, Radiani eut l'impression que sa vie était éphémère, tout comme les stigmates qui disparaissaient de sa peau en un instant. Mais la nymphe a dit à Radiana de ne pas dire de telles choses sur sa vie. Après tout, dans le palais céleste, tout le monde, à l'exception des dieux, a une position sociale égale. Mais le passé de Radiana n'a pas d'importance. De plus, Nika a ajouté que le prince Horatio avait choisi Radiana comme partenaire, donc tout le monde devra respecter Radiana. Nika a également déclaré que Radiana est la première dame qu'une nymphe sert, elle est donc spéciale pour Nika. Et la nymphe est très heureuse d'aider Radiana. Radiana rit joyeusement en réponse. Ils étaient très heureux d'entendre de tels mots. La jeune fille n'avait jamais ressenti une telle chaleur auparavant, et cette chaleur commençait à faire fondre peu à peu sa détermination d'acier. Au cours des derniers jours, tant de nouveaux sentiments et pensées se sont accumulés que Radiana a décidé de sortir sur le balcon pour réfléchir sereinement à tout. La jeune fille regarda le ciel et pensa que c'était peut-être la dernière fois qu'elle aurait autant de chance. Elle se souvint des paroles d'Horatio selon lesquelles elle devait devenir plus forte pour être au même niveau que le prince. Et si sa vie dépendait de la volonté d'Horatio, alors elle doit faire ce qu'il lui demande. Alors Radiana se dirigea vers le papyrus qui gisait en tas au milieu de sa chambre. Elle a demandé à Nick d'apporter un couteau et un marteau. À partir d'aujourd'hui, elle a décidé de faire tout son possible pour cela. Lorsque son Altesse et son valet de chambre entrèrent dans la chambre, ils restèrent debout sur le seuil de la porte. Ils ont été très surpris par ce qu'ils ont vu. Des branches de papyrus étaient étalées sur le sol, et la nymphe et Radiana se disputaient avec insistance à 16 côtés. La nymphe fut la première à apprendre que des invités étaient entrés dans la pièce. Alors elle tourna la tête et poussa un cri de surprise. Nika se leva du sol et inclina la tête vers le prince Soleil. Elle salua les invités de marque et attendit humblement les nouvelles commandes. Horatio demanda ce que tout cela signifiait. Et Nika a expliqué qu'elle aidait Lady Radiana à arracher les feuilles du tronc du papyrus. Son Altesse tourna son regard vers la jeune fille aux cheveux dorés. Elle était entièrement concentrée sur le tissage de panier, elle n'a donc pas prêté attention aux personnes présentes et a continué à travailler. Nika a déclaré que dès que Lady Radiana est revenue à elle, elle a immédiatement commencé à tisser des paniers. La nymphe demanda à la jeune fille de se reposer, mais ce fut en vain. Elle ne voulait pas écouter sa servante. Le voiturier a commencé à répéter qu'il s'agissait d'une sorte de désordre inouï. Il ne pouvait même pas imaginer comment il pourrait transformer cette femme têtue en une nymphe élégante. Horatio en avait assez d'entendre son valet gémir. Alors il se contenta de fermer la bouche avec du ruban adhésif. Puis il tourna son regard vers la belle,
et pensa que cela ne valait pas la peine de gaspiller le reste de S et force dans une activité aussi inutile. Son Altesse s'est approchée de la jeune fille et l'a appelée. Elle tourna finalement la tête et remarqua les hommes présents. Il salua Radiana, et elle le salua également avec joie. Il lui a demandé si elle reconnaissait qui était devant elle, et la jeune fille a répondu que oui, bien sûr. Devant elle se tenait le troisième fils du dieu soleil du palais céleste, qui apprécie les bonnes manières. Radiana a expliqué à son Altesse qu'elle travaillait sur sa commande comme il l'avait demandé. Horatio fut surpris par son explication. Après tout, autant qu'il s'en souvienne, il ne lui avait donné aucune commission. Radiana se souvient qu'ils avaient parlé de reprendre des forces et qu'elle lui avait dit qu'elle avait des mains habiles et qu'elle pouvait tisser des paniers solides. Et après leur conversation, Horatio lui-même a demandé à la fille de faire ce qu'elle voulait. Horatio réfléchit et commença à se remémorer leur conversation. Il a vraiment dit cela à la fille, mais il voulait dire quelque chose de complètement différent. Alors le jeune homme lui tendit les mains et lui demanda de la lui montrer. Perplexe, Radiana tendit au prince son plus beau panier et attendit une réponse favorable. Elle a fait beaucoup d'efforts pour obtenir une telle beauté, mais Horatio a dit qu'il voulait qu'elle lui montre ses mains, pas le panier. Et Radiana plaça docilement ses mains travailleuses dans ses paumes. Quand ses mains furent dans ses mains chaudes, leurs regards se croisèrent. Radiana rougit, car les images de leurs baisers réapparurent dans sa tête. Horatio remarqua qu'elle s'était sali les mains. Ils ne pouvèrent se quitter des yeux et restèrent ainsi dans un silence complet pendant plusieurs minutes. Seule la voix de la bonne les ramena à la réalité. La nymphe désigna un valet de chambre, dont la bouche était recouverte de quelque chose, et dit à son Altesse qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas avec Gino. Horatio se souvint du valet de chambre et ouvrit immédiatement la bouche. Il avait déjà oublié cet ennuyeux serviteur alors qu'il parlait avec Radiana. Insulté, Gino murmura qu'il faillit s'étouffer en attendant que le sortilège lui soit retiré. C'est bien qu'au moins Nika ait prêté attention à lui. Il commença à contourner le prince. Pendant que le valet de chambre tournait en rond et racontait ce qu'il devait endurer, un vent fort s'est levé. Les filles se moquaient d'un tel phénomène. Gino l'a remercié pour le fait que désormais le papyrus sécherait beaucoup plus vite. Mais le valet en colère a crié qu'il ne le tolérerait plus et qu'il était maintenant temps de penser à ces stupides paniers. Il ne savait pas comment faire de Radiana une courtisane digne du palais céleste. Mais Radiana a mis le panier sur sa tête et a déclaré qu'elle suivait les ordres du prince Soleil. Cela a encore plus irrité Gino et il lui a crié d'arrêter de le faire immédiatement. Cette fille, d'une voix sérieuse, a dit à Gino de ne pas se permettre d'être familier et de l'appeler par son nom, Radiana. De Gino s'ouvrit devant une telle déclaration. Il s'est approché de son Altesse et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Il a répondu qu'elle avait dormi toute la semaine. Horatio a confirmé que c'était le cas. Le même Gino a suggéré que la fille s'était peut-être cogné la tête quelque part. Et Horatio se demandait aussi ce qui était arrivé à la modeste Radiana. Horatio resta silencieux et passa en revue toutes les options possibles dans sa tête. Il n'avait aucune idée de la façon dont la femme qui l'avait supplié de mourir une semaine plus tôt avait pu changer de façon aussi radicale. Le prince ensoleillé se demandait comment il se faisait qu'une fille brisée et désespérée se révèle être une vannière aussi passionnée. Mais une seule chose était claire. Radiana avait l'air incroyablement heureuse. Radiana s'est approchée de son Altesse et lui a demandé s'il avait encore une course pour Radiana et si c'est le cas, elle essaierait certainement de l'accomplir. Gino a alors demandé à haute voix si Lady Radiana pouvait jouer de l'un des instruments de musique. Radiana se tenait avec un panier à la main et clignait seulement des yeux. Alors Gino lui a demandé si elle savait lire de la poésie, si elle savait danser ou si elle savait bien chanter. Radian n'avait rien pour répondre à la question du voiturier. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait montrer, alors elle écouta simplement la question de Gino en silence. Le valet lui frappa la tête de la main et lui demanda avec colère de quoi elle était capable alors qu'elle ne pouvait même pas le faire. Ensuite, Radiana a rapproché un joli panier du valet de chambre et a déclaré qu'elle savait habilement tisser des paniers solides. Gino a failli exploser de colère à cause d'une telle insouciance. Puis il remit quelques manuscrits entre les mains de Radiana et lui dit d'étudier attentivement tout ce qui y était écrit et de ne pas faire de paniers idiots. Gino, bouleversé tard dans la nuit, a informé Horatio que Radiana ne pouvait ni chanter ni danser. Par conséquent, il est peu probable qu'elle soit présentée comme une nymphe gracieuse. Il supposait que les prêtresses n'étaient pas si élégantes. Horatio a dit au valet que cette fille n'était pas une prêtresse. Sur terre, elle était une esclave.
Cette nouvelle a complètement fait tomber le sol sous les pieds de Gino. Il n'en savait même pas. Il a donc suggéré qu'il devrait peut-être rendre visite à M. Magus. Mais Horatio a dit que M. Magus vivait sur une haute montagne et qu'il devrait donc y aller avec la fille. Le voiturier nous a dit qu'il n'avait pas d'autre choix. Le festival impérial n'est que dans 1 mois. Ils doivent donc agir maintenant. Gino a dit à Horatio qu'il préférait escalader une haute montagne avec une fille plutôt que d'être frappé par la foudre quand tout le monde apprendrait que le prince avait choisi une personne. Horatio a dit que demain, il recevrait des visiteurs du palais. Son Altesse envoie à nouveau les traîtres en jugement. C'est pour cette raison que Gino et Radiana doivent quitter le palais tôt le matin, afin que personne ne puisse sentir Radiana. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, Radiana était déjà assise dans une voiture confortable, elle était pleine d'émotions positives et en prévision d'aventures fabuleuses. C'était sa première promenade. La voiture atteignit le pied du mont Corée. Ils furent alors contraints de poursuivre leur voyage à pied. Radiana appréciait chaque pas qu'elle faisait. Elle était assise dans un espace confiné depuis si longtemps que lorsqu'elle était ici, elle essayait de saisir toutes les opportunités. Gino était très mécontent d'une telle promenade. Il était déjà assez fatigué. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage comme de la grêle. Il regrettait déjà de ne pas avoir demandé une voiture céleste. Pendant la promenade, Radiana se souvint qu'Horatio lui avait rendu visite dans la chambre ce matin. Même si elle dormait, elle sentit le contact de ses doigts chauds sur son corps pendant son sommeil. Elle a commencé à s'inquiéter de la question de savoir pourquoi il était venu vers elle, car il avait disparu sans rien dire, avant même qu'elle ne se réveille. Radiana a remarqué que le voiturier avait du mal avec cette promenade, alors elle l'a appelé. Lorsque Gino s'est arrêté et lui a demandé ce dont elle avait besoin, Radiana s'est assise et lui a proposé de porter le valet de chambre sur ses épaules. Mais le valet de chambre, comme toujours, commença à se plaindre qu'il était trop vieux pour une telle chose. Après avoir examiné une offre aussi alléchante, le valet de chambre accepta néanmoins de profiter d'une telle opportunité et s'installa confortablement sur les épaules de la douce jeune fille. Après avoir ainsi parcouru quelques kilomètres, Gino annonça joyeusement qu'ils étaient presque arrivés. Il ne reste plus qu'à passer une grosse pierre. La nymphe s'approcha de la maîtresse et lui dit que dame Radiana avait fait une bonne action. Cette fille a dit que c'était de petites choses. Radiana croisa les bras et ferma les yeux. Elle a dit qu'elle aimait vraiment cet endroit, car on pouvait apprécier le bruit de la forêt, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le souffle du vent. Mais sa détente fut interrompue par le cri du valet de chambre, qui appelait les filles à le suivre plus vite. Nika a dit que parfois Gino se comporte comme un méchant grand-père. Puis Radiana lui a demandé quel âge il avait réellement. La nymphe réfléchit un peu et dit que le valet avait 500 ans, voire plus. Et les filles cessèrent de bavarder et allèrent rejoindre le voiturier. Magus les attendait déjà. Il examina attentivement Radiana et dit que lorsqu'il apprit que son Altesse avait choisi sa compagne, il pensa qu'elle serait comme la nymphe Aphrodite. Mais en fait, ce compagnon s'est avéré être une personne ordinaire. Mais le valet de chambre a voulu la défendre et a dit que, heureusement, la fille est plus intelligente qu'elle n'en a l'air, c'est pourquoi ils lui ont rendu visite. Mage a averti les personnes présentes de faire très attention aux satyres qu'ils pourraient rencontrer, car ils pourraient tout simplement tous les dévorer. Effrayé, Gino balbutia si M. Magus comprenait que son Altesse voulait de l'intimité avec cette personne. Magus a rassuré toutes les personnes présentes en leur disant qu'il plaisantait et qu'elles devraient simplement rester à ses côtés. Alors personne n'osera les toucher. Effrayé, Gino ne put que répondre que M. Magus n'est pas très doué pour les blagues. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais M. Magus est allé plus loin et a invité tout le monde à faire de même. Finalement, après un voyage long et difficile, ils atteignirent la maison de M. Magus. Le centaure poli dit qu'il devait avoir faim à cause de la route, alors il leur offrit une friandise. Et lui-même devait retourner au travail. Alors qu'il commençait à manger, Radiana dit que M. Magus était très gentil. Gino s'y opposa et dit qu'après un voyage aussi difficile, il pouvait offrir quelque chose de mieux que de la bière et du gibier. Nymphe a noté qu'elle avait entendu dire que M. Magus était le plus sage de leur empire. Il n'était donc pas étonnant qu'il ait autant de parchemins partout dans la maison. Gino a seulement répondu qu'il n'y avait rien d'impressionnant là-dedans. Par exemple, il sait tout cela depuis longtemps, donc il n'a pas besoin de 6 parchemins. Après ces paroles, Radiana éclata de rire. Gino a demandé quelle était la raison de son rire. Et Radiana a expliqué que le voiturier est tout simplement incroyable.
Gino était si heureux d'entendre un tel compliment que son visage devint immédiatement rouge. Nika l'a remarqué et lui a demandé pourquoi il rougissait. La chambre de M. Magus. Sur la table se trouvaient des outils de travail et des parchemins contenant des documents importants. Radiana a suggéré que M. Magus devait être très occupé, et Gino répondit malicieusement qu'il devait en être ainsi. En finissant sa chope de bière, Gino dit que Magus est un excentrique grossier et, de plus, le principal sage de Povius. Puis, fatigué d'un si long voyage, Gino s'assit par terre et dit que Magus n'était pas avec eux maintenant, afin qu'il puisse dormir paisiblement. Gino plaisantait s'il allait passer la nuit ici. Ce n'était pas du tout dans ses plans. Radiana a rassuré la nymphe en lui disant que tout irait bien, mais avant de se coucher, elle devrait leur préparer un lit plus confortable. La jeune fille a ramassé des herbes et a essayé de leur aménager un endroit pour se reposer. À cette époque, Horatio exécuta une autre punition contre les traîtres. À genoux devant lui se trouvait Périclès, qui était son mentor et le père de son ami. On ne croyait même pas qu'il avait trahi l'impératrice. Horatio était très fatigué par un tel travail. Ses mains étaient couvertes de sang, mais ses pensées étaient quelque part très loin. Radiana apparut immédiatement dans ses pensées, dormant doucement. Au même instant, il se retrouva à côté de sa belle, qui se reposait dans la maison de M. Magus. Il la regarda tendrement et pensa qu'elle n'aimait pas non plus le regarder dans les yeux quand elle parlait, alors il voulait se reposer dans ses bras pendant un moment. Les femmes les plus influentes de l'Empire se réunissaient à table dans le jardin impérial. Ils décidèrent de discuter des dernières nouvelles pendant le déjeuner. Au centre de la table était assis l'héritier direct et de sang pur de la déesse Héra, l'impératrice Avaritia Lumen. Elle devait être au courant de toutes les dernières nouvelles de l'Empire, c'est pourquoi de tels dîners avaient lieu régulièrement. À table, ils discutèrent des derniers événements, et bien sûr le plus important était que le troisième prince devienne enfin un homme. Ils s'intéressaient à la question à quelle lignée ils décidaient de se rattacher. Les femmes demandèrent à l'impératrice si elle savait qui exactement il avait choisi pour prendre sa virginité. L'impératrice répondit que la lignée n'avait pas d'importance. Horatio épouserait toujours celle qu'il choisirait. Puis elle demanda à Théra si elle était d'accord avec la déclaration de l'impératrice. Théra était sa nièce. La nièce, ravie, a déclaré que tout le monde apprendrait tout lors de la fête impériale, et personne ne se soucie de l'opinion de son Altesse. Avaritia Lumen a levé son verre bien haut et a offert à boire pour un toast si réussi. Elle espérait que toutes les personnes présentes se joindraient à eux. Tout le monde leva ses verres pour la bénédiction de la première femme que le prince Horatio, la perle brillante de l'Empire Povius, s'était choisie. Les femmes terminèrent leurs verres avec plaisir. Le repas terminé, l'impératrice se leva la première. Puis toutes les femmes respectables commencèrent à quitter la table. L'impératrice et sa nièce furent envoyées au temple d'Avaritia Lumen. Non de « il fallait discuter d'autre chose ». Par conséquent, elle s'est isolée dans la chambre d'Avaritia. Théra était tout simplement furieuse. Elle n'aimait pas du tout que le prince ensoleillé choisisse pour la première nuit non pas une femme de la famille Pyros, mais une personne inconnue. Le mécontentement de la nièce fut interrompu par l'impératrice qui lui demanda d'arrêter son monologue. Avaritia Lumen a ordonné à la servante de remplir le verre de vin. Lorsque l'impératrice reçut le verre, elle assura à sa nièce qu'elle n'avait à s'inquiéter de rien, car Horatio l'épouserait de toute façon. Théra écoutait l'impératrice avec beaucoup d'attention. Elle ne voulait pas partager le prince avec une femme, car elle l'avait déjà épousé dans son esprit depuis longtemps. Avaritia Lumen a dit que maintenant Horatio est comme un chien dans les bras de Sol Lumen, et elle peut jurer qu'il sera bientôt celui de Théri. Le matin, lorsque la nymphe s'approcha de sa maîtresse, elle remarqua que Radiana ne se sentait pas bien. Nika ne savait pas quoi faire, alors elle cherchait quelqu'un qui pourrait l'aider. La nymphe demanda au valet de chambre ce qu'il devait faire maintenant, car Radianus avait de la fièvre. Nika en a blâmé Gino, car c'est lui que Radiana a porté tout le long de la montagne sur ses épaules. Gino a argumenté et a assuré qu'il n'était coupable de rien, car il ne lui avait pas demandé de faire cela. Il pourrait sortir d'ici lui-même sans aide. Magus est venu à cette agitation, qui résonnait à plusieurs mètres, et a demandé quel était le problème. La nymphe a demandé de l'aide au centaure car Radiana est tombée malade. Monsieur Magus s'est approché de la jeune fille et lui a touché le front. Elle avait une forte fièvre, alors Magus a dit que tout cela était dû au surmenage. La nymphe lui demanda s'il était sûr de son diagnostic. Et Monsieur Magus a dit qu'ils avaient besoin de thé d'hibiscus avec de la cannelle pour le traitement.
Il remettra rapidement la jeune fille sur pied. Monsieur Magus a dit de préparer le temps vous-même. Il contient tous les ingrédients nécessaires pour cela. Le centaure se rendit dans sa chambre pour récupérer les ingrédients nécessaires au thé curatif. Il était sûr qu'en raison de la nature attentionnée et travailleuse de Radiana, elle était née sous le signe de Vénus. Lorsque la potion fut complètement prête, Monsieur Magus la versa soigneusement dans la tasse. Il a dit qu'il commencerait ses cours quand la fille irait mieux. Dame Radiana ouvrit les yeux. Elle a entendu le bruit des gouttes de pluie, alors elle a demandé s'il pleuvait vraiment dehors. La nymphe remarqua que Lady Radiani allait beaucoup mieux. Alors Nika s'enquit du bien-être de sa maîtresse et était heureuse que la température ait baissé. Radiana a demandé où se trouvait maintenant son Altesse. Et Nika a répondu qu'Horatio est dans son palais, et qu'ils sont maintenant dans la grotte de Monsieur Magus. Mais Radiana était sûre que la nuit, elle ressentait la présence du prince Soleil. C'est lui qui l'a serrée dans ses bras. C'était sa douce chaleur qu'elle ressentait. Mais si la nymphe prétend qu'Horatio est dans le palais à ce moment-là, alors il est possible que Radiana ait tout rêvé. Même si c'était tellement réaliste, comme si c'était la réalité. Quand Radiana se leva, elle demanda à De Gino. Et la nymphe a répondu qu'elle n'était pas intéressée par cette vieille femme, donc elle ne sait pas où il se trouve maintenant. À ce moment, les filles entendirent la voix du valet lui-même, qui demanda à la nymphe si elle espérait parfois que quelque chose lui soit arrivé. Gino tendit ensuite à Lady Radiani un bouquet d'herbes vertes. Il a dit qu'il l'avait récupéré pour Radiana. Radiana a demandé ce que c'était. Et Gino lui expliqua qu'il lui avait apporté le papyrus. C'était celui qu'elle avait demandé à Horatio. La nymphe dit qu'il ferait mieux d'apporter une pomme à Radiana. Ce serait plus utile. C'est à partir de ce moment que les filles entendirent la voix de Monsieur Magus, qui demanda si les dames s'étaient déjà réveillées. Et la nymphe dit qu'elle avait complètement oublié que le mage lui avait demandé de montrer quelque chose d'intéressant. Les filles se rendirent donc dans une autre pièce, où se trouvait le centaure à ce moment-là. Lorsqu'ils entrèrent, ils virent Magus travailler habilement avec de l'argenterie. Après quelques minutes, ses mains habiles montrèrent une tasse de thé gracieux. Elle était si belle qu'il était impossible de détourner le regard. Radiant ouvrit même la bouche de surprise. Une question surgit dans son esprit. Comment le mage pouvait-il créer une telle coupe en argent? Puis, Monsieur Magus tourna la tête en direction de Radiana et demanda à la jeune fille si elle aimerait essayer d'en créer un en argent. Un valet de chambre en colère cria au mage qu'il lui demandait de faire de Radiana une nymphe gracieuse, pas une forgeronne. Mais Monsieur Magus a expliqué que tout le monde pouvait bavarder sur cette beauté. Le monde découvre Radiana comme l'héritière de Circé. Après une formation minutieuse, Lady Radiana deviendra une artisane qui crée des choses incroyables à partir du métal. Gino dit avec irritation qu'il n'était pas vraiment enthousiasmé par l'idée. Après tout, Circé était la déesse de la pierre, pas du métal. À ce moment, la nymphe réfléchit à sa déclaration et demanda pourquoi les pierres ne plaisaient pas à Gino. « J'aurais dû garder mes pensées pour moi. » Monsieur Magus a proposé à Radiani de commencer ses études. Il a donc dit à la jeune fille de surveiller attentivement et de répéter après lui. Seules mains prirent les chaînes en argent et répétèrent exactement tous les mouvements effectués par le mage concentré. Après quelques minutes et des mouvements habiles, une rose argentée d'une incroyable beauté est apparue dans les paumes de Radiana. Le valet de chambre surpris et la nymphe ne pouvaient détourner leurs yeux d'une telle beauté. Ils ne pouvaient que faire des compliments et admirer les compétences fabuleuses de la jeune fille. Le mage était également satisfait de la rapidité avec laquelle la jeune fille pouvait maîtriser une compétence aussi difficile. Il a donc demandé aux personnes présentes leur avis sur le sujet. Lorsque le mage apprit que tout le monde appréciait son œuvre d'art, il lui dit que le prince Horatio lui rendait visite ce soir. Le mage fera donc de son mieux pour ne pas décevoir le prince. Ces mots ont le plus frappé Radiana. Donc le prince Horatio était là ce soir après tout. Et le fait qu'il soit allongé à côté d'elle et qu'elle sente sa chaleur n'était pas un rêve.